Il y a 20 ans, l'ancêtre du MacBook Air ressemblait à ça et était légèrement plus lourd. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette machine presque iconique et maintenant quasiment oubliée de chez Apple, son histoire, ce qu'on pouvait faire avec et si on peut encore en faire quelque chose aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue dans Tech Antique. Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. De 1999 à 2005, Apple avait une série d'ordinateurs portables grand public, tout en plastique, à des prix abordables pour l'époque à partir de 1000 €, ce qui correspondait à peu près au prix des portables PC, en tout cas ceux qui étaient à peu près corrects. Donc je vais vous parler ici de l'iBook. Et plus exactement de l'iBook G4. Les premiers avaient un look très original, donc ceux qui avaient un processeur G3, surnommé coquillage ou clamshell, vu leur forme, pour être cohérent avec les premiers iMac. Leur côte a maintenant sérieusement bien monté à cause de leur originalité, et je n'en ai pas dans ma collection pour vous les présenter. Ensuite, il y a eu une deuxième génération avec un look un peu plus standard, plus rectangulaire et plus simple, toujours en G3. Et enfin, la dernière génération d'iBook, plus épurée, blanche et grise, qui existait donc en 12 et 14 pouces. Ici, j'ai le 12 pouces lors du passage au processeur PowerPC G4. C'était donc l'époque de Steve Jobs, où les gammes de produits devaient être simples, épurées et performantes. Les modèles plus haut de gamme étaient similaires, mais en alu et aux performances légèrement supérieures. Donc les PowerBook que voici ici. Leur design emblématique, donc rectangulaire, une coque en polycarbonate blanc, durable et minimaliste, le clavier confortable et avec un gros trackpad, on le confond presque avec un livre dans un sac d'étudiant. Ces spécifications, à l'intérieur, on a le PowerPC G4. Donc PowerPC, c'était le type de processeur utilisé par Apple entre 1994 et 2005, qui était radicalement différent de ce qu'on avait sur les compatibles PC. Ces processeurs avaient été conçus par Motorola, IBM et Apple. Ça sera l'objet sûrement d'une prochaine vidéo. Il y avait dedans 256 mégaoctets de RAM, 512 sur la dernière génération, extensible jusqu'à 1,25 Go ou 1,5 Go. Un disque dur de base de 30 Go qui pouvait être échangé directement en neuf jusqu'à 100 Go, donc des options comme maintenant plutôt chères. Et il y avait pas mal de ports disponibles. Donc 2 ports USB 2, un port FireWire, un port réseau, un port modem et une sortie casque, ainsi qu'une sortie écran. L'écran donc était plutôt de qualité à l'époque avec une résolution de 1024 sur 768 en 4 tiers. L'autonomie 9 c'était à peu près de 3 heures, donc c'était très bon à l'époque. Et il y avait pas mal d'innovations, notamment le Wi-Fi nommé AirPort, la batterie avec une bonne autonomie, ce qui était plutôt rare à l'époque. Il y avait pas mal de ports, mais il y a souvent besoin d'adaptateurs, notamment pour la vidéo, puisque c'était pas un port standard, le port mini VGA. Et il n'y avait pas d'entrée son qui était réservé au PowerBook à la version plus chère. Si on voulait utiliser une entrée son, il fallait utiliser une carte son externe. Et il n'y avait pas non plus de webcam, mais c'était pas la norme à l'époque, c'était en option sur quasiment tous les portables. À l'époque, le public visé, c'était les étudiants, les professionnels et puis les familles. L'ordinateur portable n'était pas encore la norme en 2004, donc ce n'était pas la machine de monsieur tout le monde. Non plus, même pour un positionnement entrée de gamme de chez Apple. Les applications phares, on avait iLife avec notamment iTunes, iPhoto, iMovie et GarageBand qui permettaient de travailler les photos, des films simples familiaux, de créer de la musique, de gérer sa musique, etc. Il était beaucoup utilisé en bureautique, donc il y avait une version d'évaluation de Microsoft Office fournie avec la machine, mais on pouvait aussi utiliser AppleWorks, qui était l'équivalent de chez Apple de la suite bureautique, bien sûr, le navigateur Safari, pour aller sur Internet. Il était très utilisé notamment avec la suite Adobe pour la création musicale pour ceux qui ne pouvaient pas se payer le modèle du dessus, le PowerBook. Le montage vidéo avec Final Cut et Premiere et avec son port FireWire, on pouvait brancher une caméra et un disque dur externe. Les ports, Ethernet, modem et le Wi-Fi, c'était une super machine pour se connecter sur Internet partout où on était, puisque comme je disais, il n'était pas très gros, ça rentrait facilement dans un sac à dos, on pouvait l'emmener partout. Au niveau des performances, autant les premiers iBook, les G3, étaient très performants pour l'époque par rapport à leurs concurrents, autant la dernière génération, Apple a un souci. Le G5 qui est utilisé dans les machines les plus haut de gamme depuis 2003 consomme beaucoup et chauffe trop pour être mis dans un ordinateur portable. Ils ont donc mis la génération d'avant, le processeur G4. Bien qu'il était loin d'être mauvais, il commençait à être lent, notamment à la fin de la vie de sport
portables-là en 2004-2005 comparé à ses concurrents PC. Les cartes graphiques sont les mêmes. On a des Radeon 9002 puis 9550 sur les derniers. Ce que l'on trouvait sur les PC portables du milieu, voire du haut de gamme. Donc c'était pas mal. Au niveau de la RAM, eh bien 256 ou 512 sur les derniers. Pareil, c'était à peu près standard sur les portables milieu de gamme de l'époque. On avait par défaut 30 Go de disque dur. Là, c'était un peu radin chez Apple. 40 Go sur les derniers. Là, on était plus sur des portables d'entrée de gamme. Par contre, eh bien, l'option jusqu'à 100 Go, c'est ce qu'on trouvait sur les mieux. C'était de l'IDE standard. La sortie son, par contre, même s'il n'y avait pas d'entrée son, était très propre pour un portable de l'époque. Très peu de bruit de fond. Au niveau, eh bien, des témoignages et anecdotes que je peux avoir là-dessus. À l'époque, j'avais un Mac Mini G4, n'ayant pas le budget pour la version portable de ce Mac Mini, puisque l'iBook correspond à peu près à l'iBook, sans, eh bien sûr, l'écran. Mais plusieurs de mes collègues à l'IUT eh bien, avaient pu faire un prêt étudiant pour s'acheter eh bien, cet iBook, notamment à la suite d'un projet qui s'était fait sur Mac. Même si beaucoup étaient souvent eh bien, des pro Linux, les iBooks avaient la possibilité de faire du dual boot, donc de pouvoir démarrer sur Linux, Ubuntu ou Debian, et même de faire la majorité de nos exercices que l'on faisait sous Linux directement sur macOS, vu que c'est basé sous Unix et que tous les outils, sauf la programmation noyau qu'on faisait à l'époque, eh bien étaient disponibles, et en plus on pouvait utiliser des logiciels graphiques et de sons commerciaux, notamment pour ceux comme moi qui étaient passionnés par ce genre de choses. Ceux qui le possédaient, eh bien trouvaient les machines extraordinaires au niveau autonomie, l'écran qui était utilisable presque partout, hein, souvent sur les portables de l'époque, les écrans étaient souvent catastrophiques, donc celui-là était quand même très réputé. Et puis bien le système macOS qui était dès cette époque-là réputé quand même pour être agréable à utiliser. Je l'ai vu aussi beaucoup quand je travaillais à Paris entre 2009 et 2011, notamment dans un studio photo, même si à l'époque, eh bien, beaucoup s'en débarrassaient, ça restait une machine quand même pratique en démarrage car elle était petite et avec un écran correct, même pour travailler de la photo pour un portable, même si ses performances commençaient à être bien limitées. Ces machines, donc, comme je disais, étaient réputées dans le monde de l'édition graphique et faisaient, eh bien, à l'époque, tourner correctement, notamment Photoshop, Illustrator et même des versions de Premiere pour faire du montage vidéo, vu qu'on peut récupérer la vidéo directement en Firewire. La première version de Lightroom, sortie un peu plus tard, tourne sur ces machines. On peut faire tourner jusqu'à la version 2.7. Qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui? Est-ce que ça pourrait remplacer un portable moderne? Spoiler alert, non. Les usages possibles en machine rétro, pour jouer ou travailler sur d'anciens logiciels. Par exemple, je trouve les versions d'Illustrator plus simples à utiliser pour le très peu que j'ai besoin en illustration vectorielle. Mais il y a aussi des vieilles versions, par exemple, de Reason pour créer de la musique, plus basique, mais plus simple, puisque quelquefois la limitation crée la créativité. Et on peut l'utiliser aussi pour du rétro gaming, bien que c'est pas vraiment la machine la mieux pour faire du jeu. On peut en faire un petit peu, et il y a eu quand même quelques jeux qui étaient sortis à l'époque. On peut aussi en faire un appareil de programmation pour justement eh bien, s'initier à la programmation sur macOS, donc version qui n'est plus maintenue maintenant, ou sur Linux, puisqu'il y a des adaptations légères comme Adeli Linux qui tourne là-dessus. Ou enfin, on a MorphOS qui se veut un héritier d'AmigaOS. Pareil, on peut s'amuser avec, faire un peu de programmation dessus. On peut l'utiliser comme machine sans distraction pour taper du texte, regarder des films sur DVD ou faire des choses basiques. Je l'ai utilisé un certain temps pour ça. Par contre, là maintenant je vous dis toutes les choses intéressantes qu'on peut faire avec. Il y a quand même pour l'utiliser en machine moderne quelques limitations. Le PowerPC étant arrêté depuis 2005, la plupart des logiciels n'ont plus de mise à jour depuis 2010. Et même s'il y a eu quelques efforts de la communauté pour maintenir quelques logiciels, notamment 10 4Fox, il faut dire que surfer ça devient très lent et très limité. Il manque notamment pas mal d'optimisation sur JavaScript. Et même en lecteur multimédia, ne demandez pas trop à la carte graphique de décoder du 720p par exemple. En lecteur DVD ou en 360p, ça passe. Pas en streaming par contre. Il y a bien possibilité d'y mettre un Linux moderne, mais pour du multimédia ou surfer sur le net, vous aurez le même souci qu'avec des versions de macOS qui ne sont plus maintenues. Puisque les logiciels sont souvent plus optimisé pour ces processeurs qui sont quand même un poil anciens. La batterie est souvent HS, on peut en retrouver, le mien fonctionne encore à peu près, mais par contre un composant qui gère l'alimentation a tendance à se dessouder, et vu que c'est des soudures modernes directement sur la carte, eh bien c'est compliqué à souder et la machine ne démarre plus, donc ça peut être compliqué à réparer, et le rétroéclairage vieillit, devient jaune et irrégulier sur l'écran. C'est un souci sur pas mal de LCD de l'époque. Ces machines ont quand même 20 ans, et là, eh bien, sur les deux que j'ai, celle où justement j'avais installé Lightroom et où je faisais pas mal de travail, est
VHS. Alors, on le retrouve sur Le Bon Coin à peu près tous les prix, mais pour moi au-dessus de 100 €, je trouve ça abusé. Quelquefois, on peut en trouver à 30-40 €, notamment en ressourcerie ou sur Le Bon Coin. Là, je trouve que c'est intéressant. En 2010, quand j'ai eu le mien, il se vendait environ à 150 €, et finalement ça n'a pas baissé tant que ça depuis, et il n'avait que 5 à 6 ans à ce moment-là. Et en fait, il était déjà en fin de vie, tout simplement parce que Apple est passé donc de PowerPC à Intel, alors que maintenant je suis pas choqué de voir un MacBook Pro qui a 10 ans être utilisé. J'en ai encore un qui me sert de machine secondaire, et je vois régulièrement des gens qui font des présentations ou dans le train, etc., qui travaillent avec un MacBook Pro qui a 10 ans, voire un petit peu plus. Finalement, on se rend compte qu'en 20 ans, le paysage en informatique, et surtout en informatique mobile, a complètement changé. Son design minimaliste est resté sur les machines suivantes, les MacBooks. Et il avait la réputation d'avoir une super autonomie, comme je l'avais dit, 3 heures. Si vous avez connu cette machine, ou si vous venez d'en trouver une, n'hésitez pas à partager en commentaire vos anecdotes, ou vos retours sur cette machine-là. J'ai présenté l'iMac G5 il y a quelques temps. Donc si vous voulez voir à quoi ressemblaient les machines pro de chez Apple en même temps que cette série iBook, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à aller voir ma série sur l'informatique vintage. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!